Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un bilan de mon mois de février en lecture parce que si vous vous souvenez, en février il y avait ça qui se passait. Donc globalement le challenge petit mois petite lecture et le challenge février tapal que j'avais décidé d'entreprendre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez mais je m'étais rajouté un petit objectif qui était celui-là, un livre par jour au mois de février. Donc si tout se passe bien, j'aurais lu 28 livres en février. Et donc l'idée, ça va être un petit peu de discuter dans cette vidéo de... Déjà, est-ce que j'ai réussi mon challenge personnel? Et puis on va discuter un petit peu des lectures que j'ai faites. Je me suis fait un petit classement. Alors déjà, roulement de tambour, est-ce que j'ai réussi mon challenge de lire du coup un livre par jour en février? Eh bien écoutez, en février 2023, il y avait 28 jours. Et j'ai lu 28 livres. Donc, j'ai réussi mon challenge de lire un livre par jour au mois de février. Alors un livre par jour c'est pas tout à fait exact, il a fallu que je rush un petit peu sur la fin parce que j'étais vraiment en retard, donc je n'ai pas lu exactement un livre par jour en février, mais en moyenne j'ai lu 28 livres pour 28 jours, donc j'ai lu un livre par jour. Donc évidemment vous vous doutez bien que si j'ai lu 28 livres, je n'ai pas lu que des romans, j'ai repris le travail, beaucoup de choses qui se sont passées, on en reparlera en vlog très bientôt, mais j'ai quand même globalement réussi à tenir mon objectif. En fait, il s'est avéré qu'il y avait quand même quelques surprises parmi mes lectures, parce qu'encore une fois, comme j'ai fait ma pile à lire sans avoir les livres sous les yeux puisqu'ils étaient ici et que j'ai fait ma pile à lire à Grenoble, et ben, j'ai eu quelques surprises. Et on en parlera aussi le moment venu, mais c'est vrai que j'ai un petit peu galéré sur certaines lectures pour pouvoir avancer le plus vite possible. Alors, d'une façon générale, est-ce que j'ai apprécié mon mois de février en lecture? Parce que c'est quand même le plus intéressant ici. On va dire que j'ai passé un plutôt bon mois de lecture en février, avec mine de rien quelques très belles lectures, et on va dire que je n'ai pas eu de si mauvaises lectures que ça. J'ai eu quelques lectures qui m'ont un petit peu titillé dans mon intégrité et mes valeurs, on en parlera aussi. Mais globalement, je crois que la pire note que j'ai mise, parce que là j'essaie un petit peu de classer mes lectures avec des notes sur 5, je crois que la pire note que j'ai mise c'est 2,5, donc ça va. En termes de nombre de pages, parce que c'est aussi intéressant, je suis arrivée à un total de 4843 pages, ce qui est plutôt pas mal, je suis plutôt fière de moi. Et maintenant je pense qu'on va passer au classement, parce que ça va me permettre d'aller plus loin dans certains détails que j'ai déjà un petit peu évoqués en début de vidéo. Encore une fois, je vous ai dit que j'avais globalement apprécié mon mois de lecture, donc même si un roman se retrouve à la 23e place, je dis 23 parce que sur les 28 lectures que j'ai faites, il y avait des mangas issus de 2 sagas, donc j'ai lu plusieurs tomes d'une même saga, donc je les ai regroupés évidemment parce que ça n'a aucun sens de mettre alors là, telle saga tome 4, telle saga tome 3, voilà pour moi donc j'ai regroupé les tomes d'une même saga de manga, et du coup j'arrive à un total de 23 lectures différentes on va dire, et donc à un top 23. Donc j'allais dire qu'évidemment, si un roman se retrouve à la 23e place, ça veut dire que je ne l'ai pas autant apprécié que les autres, mais encore une fois, la pire note étant un 2,5 sur 5, c'est pas non plus une lecture que j'ai complètement abhorrée, et de toute façon, je n'ai abandonné aucune lecture en février, donc c'est que globalement, j'avais quand même trouvé un petit peu mon compte dans toutes les lectures que j'ai lues. Sans grande surprise pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai mis à la 23e place Hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb. Pourquoi j'ai mis Hygiène de l'assassin à la 23e place? C'est donc lui qui a eu 2,5 sur 5. Bah c'est du Amélie Nothomb. Et je pense que tous ceux qui ont déjà lu un Amélie Nothomb savent à quoi je fais référence quand je dis ça. Mais c'est vrai que c'est quand même une autrice qui a tendance à aller vers des récits très particuliers, des thématiques très particulières qui te dérangent. Et en particulier Hygiène de l'assassin. Je pense qu'on est quand même assez haut sur l'échelle du bizarre et du malaisant. C'est pas un mauvais roman, je pense qu'il y a plein de choses assez intéressantes. Je trouve notamment qu'il y a une plume très travaillée, très intéressante, c'est vraiment très bien écrit. Mais alors, au niveau de l'histoire, c'est vrai que c'est très perturbant. En gros, dans ce récit, on est vraiment sur un dialogue entre un auteur de best-seller qui approche les 80 ans et qui est sur le point de mourir des suites d'une maladie, et qui accepte du coup plusieurs visites de journalistes chez lui, et donc tout le roman est découpé en interview d'un journaliste. Il y en a plusieurs qui passent chez lui avec cet auteur. Moi je n'ai pas du tout apprécié la chute, et j'ai été quand même assez mal à l'aise au cours de ma lecture. Donc, pas une mauvaise lecture, mais c'est quand même très particulier. À la 22e place, j'ai mis Oscar et la Dame Rose de Eric Emmanuel Schmitt. C'est une petite nouvelle, je crois qu'il fait 83 pages. On est sur un récit qui
suit un petit garçon qui est sur le point de mourir, il est atteint d'un cancer et ses derniers jours sont comptés. Et une dame en rose, donc ce sont les dames qui viennent rendre visite aux enfants dans les hôpitaux pour leur tenir compagnie, conseille à cet enfant, donc Oscar, d'écrire des lettres dans lesquelles il peut raconter un petit peu ce qui se passe et surtout, elle lui donne pour objectif de retracer pour une journée une décennie de sa vie. Et l'idée c'est un petit peu qu'il se projette dans la vie qu'il aurait pu avoir. Sur le principe c'est plutôt un roman assez intéressant et assez beau, mais j'ai pas vraiment réussi à rentrer en résonance avec. Je m'attendais pas vraiment à ce que j'ai trouvé entre ces pages. 83 pages, évidemment on n'a pas le temps d'approfondir beaucoup de choses. J'ai pas du coup ressenti beaucoup d'attachement pour les personnages, et même si la thématique est effectivement très intéressante et très touchante, pas le roman qui m'a le plus tourneboulé de toute cette sélection. À la 21e place, j'ai mis Lait et miel de Rupi Kaur, qui est donc un recueil de poèmes. Et le problème avec ce recueil, c'est que j'ai un peu trouvé ce que j'appréhendais et ce que j'attendais. Je m'explique. Je savais un petit peu à quoi m'en tenir à propos de ce recueil de poèmes. Donc on est sur un recueil qui dénonce, qui parle de violence faites aux femmes, de la place de la femme dans la société, de relations toxiques également. Et je pense que c'est un recueil qu'il est important de voir sur les étagères, dans les bibliothèques, dans les librairies, parce que les thématiques qu'il aborde sont extrêmement importantes et méritent d'être abordées dans la littérature. Mais avec moi, ça l'a pas trop fait parce que, je sais pas, j'ai un sentiment assez étrange vis-à-vis de ce recueil. Je suis restée très en marge de ma lecture. Il y a quelques poèmes qui m'ont parlé, mais très très peu sur les 208 pages. Et voilà, je suis restée vraiment en marge et du coup je l'ai lu. En plus je l'ai lu extrêmement rapidement. Et je suis arrivée à la fin, j'ai dit bon, bah ça m'a pas trop parlé. Alors qu'encore une fois, vraiment les thématiques sont extrêmement importantes et méritent d'apparaître dans des livres de ce genre, mais je pense que c'est le format qui ne m'a pas plu. Encore une fois, j'ai pas vraiment l'habitude de lire de la poésie et des recueils. Ensuite, à la 20e place, j'ai mis Les enfants boxcar. Celui-là, on rentre un petit peu dans le top 20, dans les livres qui, pour le coup, ont commencé à vraiment me plaire. Avec Les enfants boxcar, on suit 4 enfants qui sont orphelins et que l'on retrouve un petit peu livrés à eux-mêmes, qui vont essayer de vivre par leurs propres moyens. Ils vont trouver un wagon désaffecté et ils vont prendre possession de ce wagon. Et le grand frère va essayer de trouver des moyens pour gagner de l'argent et subvenir aux besoins de sa fratrie. Alors d'une façon générale, j'ai trouvé que c'était un roman qui était assez intéressant, assez beau. C'est un roman jeunesse évidemment. Il y a une grande fraternité qui se dégage de tout ça, les frères et sœurs s'aiment énormément, il y a énormément de solidarité, d'entraide, et j'ai bien aimé la façon dont le récit a été structuré. Finalement les adultes qui vont venir aider ces enfants. Voilà, j'ai trouvé que globalement ils transmettaient de très très belles valeurs et j'ai passé un bon moment de lecture. La nuit des rois et des reines qui m'a été envoyée par la maison d'édition Hachette. Alors c'est la nouvelle collection d'Hachette qui fait suite en fait à la parution des Heartstopper d'Alice Oseman. Suite à cette parution, Hachette a décidé de créer une collection spécifique au graphique et c'est donc le premier titre qui sort qui fait suite à Heartstopper. Donc la nuit des rois et des reines, on va suivre une jeune fille dont j'ai déjà oublié le nom, qui arrive dans un nouveau lycée. On comprend très vite qu'en fait elle a un frère jumeau qui lui au dernier moment a décidé de rester dans leur ancien lycée et de ne pas la suivre elle, donc il y a un certain mal-être vis-à-vis de ça. Et cette jeune fille elle va découvrir donc un nouveau lycée, elle va rencontrer plein de nouvelles personnes, elle va avoir un crush sur un garçon. C'est un peu bizarre mon ressenti vis-à-vis de cette lecture parce que je pense qu'elle a tout pour me plaire. C'est hyper bonnes vibes, c'est queer, il y a plein de personnages LGBTQ+, voilà, il y a plein de bonnes choses dans ce graphique. Mais je suis restée assez en marge aussi. Je pense que voilà, c'est quand même un bon roman graphique. Juste pour moi, à l'instant T, il a pas complètement fonctionné. Je pense qu'il faudrait que je le relise peut-être à un autre moment. J'aime bien le fait que du coup on ait une sorte de bande dessinée un petit peu, mais un peu plus longue quand même, avec des couleurs. C'est hyper coloré, c'est hyper sympa. Je trouve que globalement la maison d'édition a fait un beau travail dessus. Et c'est bien qu'il y ait des livres de ce genre qui sortent, c'est hyper important de donner de la visibilité à ce type de personnage. Mais voilà, moi je suis encore une fois restée un petit peu en marge de l'histoire. Ensuite à la 18e place, j'ai mis La Cité des Brumes oubliées. Donc c'est un court roman qui a donné lieu au film d'animation des studios Ghibli, Le Voyage de Chihiro. Et c'est marrant parce que quand j'ai sorti ma pile à lire, vous avez été plein dans les commentaires à me dire « Ah bah tu verras, on voit pas trop la ressemblance avec Le Voyage de Chihiro ». Je suis pas totalement d'accord. Effectivement, c'est pas hyper fidèle, mais en même temps je pense que c'est pas vraiment le but. Je pense qu'ils ont tiré leur inspiration de La Cité des Brumes oubliées pour sortir Le Voyage de Chihiro, mais simplement l'inspiration de base. C'est-à-dire que sur les premières pages, moi j'ai complètement vu la ressemblance. Effectivement, pour cette jeune fille qui arrive dans un monde qu'elle connaît pas et puis qui a l'air assez magique parce que
Elle est menée par un espèce de parapluie qui lui donne le chemin pour arriver jusqu'à la ville dans laquelle elle va passer tout l'été. Donc déjà il y a un petit côté, voilà, elle atterrit dans un endroit un peu magique comme Chihiro finalement à la sortie du tunnel. Cette idée-là, je trouve que globalement on la retrouve dans Chihiro. Évidemment après, ensuite sur place dans la ville, oui il y a plein de choses qui n'ont absolument rien à voir, je suis bien d'accord, mais globalement j'ai quand même retrouvé des similitudes. Après du coup on suit cette jeune fille qui va aller en fait travailler chez différents commerçants, différentes personnes dans la rue où elle habite dans cette fameuse ville un peu magique, et elle va découvrir plein de personnages, elle va développer plein de belles valeurs, elle va développer des relations amicales, elle va découvrir plein de choses. Globalement j'ai trouvé qu'il y avait des belles valeurs qui étaient dispensées dans ce roman et j'ai plutôt apprécié ma lecture. Ensuite, j'ai mis à la 17e place Cœur battant de Axel Sandre. C'est assez particulier parce que j'ai globalement beaucoup apprécié ma lecture, surtout que du coup je l'ai lu juste après avoir revisionné la série télé Mental, qui était disponible sur France TV/ et qui est maintenant sur Netflix d'ailleurs, qui suit des adolescents dans une clinique pédopsychiatrique. Et alors dit comme ça fait pas du tout envie, mais c'est vraiment une bonne série, donc je vous la recommande vraiment. Et du coup j'ai lu Cœur battant juste après avoir revu Mental. Ça m'a un peu perturbée parce que du coup dans Cœur battant on suit des adolescents dans une clinique pédopsychiatrique. J'ai globalement apprécié ma lecture, mais disons qu'il y a certaines choses qui m'ont un peu dérangée dans la façon dont ces jeunes voient la vie. C'est un parti pris de l'autrice que je respecte complètement, mais j'avoue qu'il y a plein de choses qui m'ont un peu titillé l'esprit. C'est bien mené d'une façon générale et je trouve que ça aborde des sujets assez importants comme la vie et la mort. Clairement on est sur ce type de thématique. On est sur des personnages qui vivent des situations psychologiques pas évidentes du tout, des maladies qui sont assez compliquées. Globalement, ils ont à peu près tous fait une première tentative de suicide. Mais du coup, il y a une espèce d'ambiguïté qui se crée entre la mentalité de ces personnages et de comment ils voient la vie et les thématiques dont traite le roman. Encore une fois, c'est un parti pris de l'autrice que je respecte complètement. Après, j'ai pas passé un mauvais moment de lecture, j'ai globalement apprécié, je l'ai lu très vite. Mais à la fin, je me suis dit, bon, est-ce que j'aurais vu ça comme ça? Pas forcément. À la 16e place, j'ai mis Jefferson, le tome 1 de Jean-Claude Morleva. Étonnamment, il est pas plus haut dans la liste, vous savez que j'adore Jean-Claude Morleva, mais celui-là, peut-être un petit peu moins que les autres. Dans Jefferson, on suit une ville dans laquelle vivent que des animaux, alors des animaux intelligents qui s'habillent, voilà, on est sur une espèce de société un peu anthropomorphique, et on suit du coup en particulier Jefferson, qui est un hérisson, qui un matin part chez son coiffeur et le trouve assassiné dans son salon. Je suis désolée si vous entendez mon voisin qui pique une crise, j'ai beaucoup de mal à tourner des vidéos parce qu'il fait tout le temps des crises, il tape contre les murs, il saute partout, enfin c'est très compliqué à gérer. Donc je suis désolée si vous entendez un bruit de fond, mais je vais pas attendre son 7 ans qu'il finisse. Donc il arrive dans son salon de coiffure habituel et il trouve, je crois que c'est un blaireau, le coiffeur, mort assassiné. Et en fait il y avait une chèvre, je crois, qui est en train de se faire coiffer et qui se réveille à ce moment-là et du coup elle va accuser Jefferson d'avoir commis le meurtre du blaireau. Et du coup Jefferson va s'enfuir. Il va arriver dans le monde des humains pour essayer de prouver qui est le coupable du meurtre de son coiffeur. Du coup on va suivre toute une bande d'animaux, vous découvrirez comment si vous le lisez, jusque dans le monde des humains, et ils vont mettre au jour une terrible chose. C'est un roman qui parle de protection des animaux, c'est un roman qui parle aussi d'amitié, de solidarité, il y a plein de belles valeurs qui sont dispensées. La seule chose qui fait que du coup j'ai un peu moins apprécié, c'est certaines réflexions que j'ai pas trop appréciées sur la comparaison entre les animaux intelligents et le bétail qui va être utilisé pour la nourriture des humains. Je vous dirai pas pourquoi ça m'a dérangé, vous verrez très bien si vous le lisez, mais j'ai pas du tout apprécié la façon dont ils étaient comparés et le mot qui était utilisé pour les comparer. Voilà, donc c'est pour ça que du coup ça m'a un peu refroidi par rapport à cette lecture. C'est pas une mauvaise lecture, j'ai passé un bon moment globalement, mais il y a certaines petites choses que je laisse plus trop passer maintenant. Ensuite j'ai lu un des romans pour lesquels j'ai eu une certaine surprise quand je l'ai ouvert. Donc encore une fois, quand j'ai fait ma pile à lire, je n'ai regardé que le nombre de pages dans Livre Addict sans avoir les livres sous les yeux, donc je ne savais pas si réellement c'était des petites lectures ou pas. Et donc avec Nous regrettons la mort de Arnaud Cazelle, j'ai eu une certaine surprise, c'est que c'est écrit tout petit. Vraiment tout petit, beaucoup de textes par page, et il fait déjà, de base c'était déjà un des romans qui était les plus longs de ma pile à lire. Il doit faire 230, presque 240 pages, dans mon souvenir, 230 peut-être. Donc évidemment j'ai mis un peu de temps à le lire, d'autant plus que c'était quand même de la fantaisie adulte, assez travaillée, assez poussée d'une façon générale. Évidemment on n'est pas sur un roman de 700 pages extrêmement développé, mais on est quand même sur un roman assez imposant en termes d'univers, en tout cas de mon point de vue. Quand je me mettais dedans,
J'avais besoin de beaucoup de concentration et quand je rentrais du travail, j'étais pas forcément assez concentrée pour le lire, mais j'ai quand même fini par le terminer. Et je dois dire que c'est un bon roman de fantasy, c'est un bon roman qui aborde plein de thématiques, notamment sur la foi religieuse d'une façon générale. On a dans cet univers, il y a un culte qui a émergé depuis un certain temps. Et du coup, on suit une sœur qui est dévouée complètement à ce culte, qui va être missionnée pour tuer une sorcière. Donc le personnage principal masculin qu'on va suivre, c'est un fromager de peut-être 60 ans, 70 ans, ça casse complètement les clichés de la fantasy. C'était très bien écrit, on est vraiment sur une plume qui est vraiment travaillée, c'est aussi pour ça que du coup on a besoin de concentration pour le lire. L'univers est très travaillé aussi, la magie est très originale, j'ai trouvé. Voilà, c'était une plutôt bonne lecture, j'ai passé un très bon moment, même si voilà, ça m'a un petit peu mis ma concentration à rude épreuve. Allez, je vais m'éviter de faire une incrustation, puisque je l'ai à portée de main. Donc il s'agit de Sous une même lune de Jimmy Liao. Si vous me suivez un petit peu sur Instagram, et je ne sais pas si je n'avais pas parlé aussi en vidéo, donc Jimmy Liao, c'est un auteur-illustrateur qui a fait déjà pas mal d'albums, dont Nuit étoilée que j'avais adoré, et aussi Le poisson qui me souriait, que j'avais beaucoup aimé. Et du coup il revient avec un nouvel album que les éditions Hong Fei m'ont envoyé. On est sur un album qui va être un petit peu dans la même idée que Le poisson qui me souriait. C'est un album assez contemplatif qui remet en question pas mal de choses, qui amorce plein de réflexions. Je le trouve assez intéressant et d'une façon générale je vous recommande vraiment Jimmy Liao. Pour un petit peu tout ce qui est album, pour les enfants mais aussi pour les adultes, c'est vraiment une valeur sûre pour moi et je vous recommande ces 3 ouvrages dont je viens de vous parler. Donc en 13e position, j'ai mis Le grand arbre au centre du monde de Makiko Futaki. Donc Makiko Futaki était une ancienne, parce qu'elle est maintenant décédée, animatrice du studio Ghibli. Et clairement, on le sait. Quand on lit cet ouvrage, on sait qu'elle était animatrice pour les studios Ghibli, parce qu'on est sur une histoire complètement différente, mais je trouve que dans l'esthétique, dans la direction du récit, on retrouve cette vibe un petit peu à la Miyazaki, au studio Ghibli d'une façon générale. Donc si vous aimez les films d'animation du studio Ghibli, je pense que vous aimeriez cet album-là. Donc c'est un album avec pas mal de textes, quand même, puisqu'il est assez grand, mais qui est donc illustré. Donc on suit une jeune fille qui habite au pied d'un grand arbre. Hein, quand on dit grand arbre, c'est vraiment il va jusqu'au ciel et au-delà des nuages. Et suite à la vision d'un grand oiseau doré dans le ciel, elle va décider d'escalader l'arbre et de monter jusqu'à sa cime. Sauf qu'en montant, elle va se rendre compte que l'arbre dépérit et elle va essayer de comprendre pourquoi. Je vous en dis pas plus, mais je trouve que c'est une fresque assez intéressante d'un point de vue écologique, d'un point de vue de l'amitié aussi, que les graphismes évidemment sont de grande qualité. Donc voilà, j'ai passé un bon moment de lecture avec celui-là aussi. Ensuite à la 12e place, j'ai mis le tome 2 de The Sound of My Soul, qui est un manga que je trouve vraiment excellent. Il me semble que je vous avais parlé du tome 1 dans un vlog peut-être. En tout cas, on suit un jeune garçon qui rêve de devenir violoniste professionnel, sauf qu'il a un handicap, je m'en souviens plus du nom. C'est un handicap qui est lié au cervelet, donc il a différents soucis de santé qui font que, évidemment, ce n'est pas évident pour lui de pratiquer le violon. Il est souvent en fauteuil roulant, et on va suivre en fait tout son parcours. Le seul problème dans ces mangas, le tome 1 et le tome 2 c'est pareil, problème entre guillemets, c'est que on va suivre cet enfant. J'oublie toujours les noms dans les mangas, c'est une catastrophe. Quand il évolue dans une école dite classique, c'est-à-dire il n'est pas dans un institut spécialisé pour les enfants en situation de handicap, et il va subir des situations de harcèlement assez terribles. Si vous avez un peu de mal avec ce genre de situation, ce genre de contexte et ces thématiques-là, peut-être éviter d'aller vers ce manga-là. À la 11e position, je vais vous parler de L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson. Oui, j'ai enfin lu mon premier Brandon Sanderson, c'est absolument incroyable. Donc c'est un court roman de fantasy, on est sur moins de 200 pages, il fait 195 pages. Et on va suivre une jeune fille qui est faussaire, c'est-à-dire qu'elle a la capacité, alors en tout cas elle a appris à manier des tampons. Donc en fonction de la façon dont elle les grave, ils peuvent changer la nature des objets ou plutôt redéfinir leur passé. C'est-à-dire que si avant sur un mur il y avait une tapisserie mais que le mur s'est décoloré, qui n'a pas été entretenu, qu'il est maintenant terne, qui n'a plus de couleur, avec un tampon elle est capable de redonner son ancienne vie au mur. Donc elle part du principe que chaque objet a une âme et qu'il faut tout simplement rentrer un petit peu en résonance avec cette âme là. Donc déjà j'ai trouvé le système de magie hyper intéressant.
On est sur un système que j'avais jamais vu autre part, c'est très original. Et d'une façon générale, j'ai beaucoup apprécié le personnage que j'ai trouvé très intelligente, vraiment passionnée par tout son travail. Elle est très maligne. Dans l'histoire, elle est donc prisonnière dans une cellule où on lui demande de recréer l'âme de l'empereur, puisque l'empereur a subi une attaque, qu'il a reçu une flèche dans la tête, je crois, et que du coup, clairement, il est en état de mort cérébrale, mais les magiciens ont réussi à le sauver au niveau de son corps, mais il n'a plus d'âme, clairement, il n'est plus dans son corps. Et du coup, elle a 100 jours pour recréer l'âme de l'empereur. On a un personnage qui est assez fort, enfin un personnage féminin, ce que je trouvais assez intéressant, qui sait se dépatouiller toute seule, ça se lit bien, vraiment je vous le recommande. Ensuite, j'ai enfin lu Le garçon qui voulait courir vite de Pierre Bottero. Vous savez, l'année dernière, j'ai lu Tourbé de mon amour et ça avait pas été une grande réussite, donc je me suis dit que cette année, je prenais ma revanche et je lisais Le garçon qui voulait courir vite. C'est un petit roman jeunesse contemporain signé Pierre Bottero, qui a été écrit un petit peu à la même période, je pense, que Tourbé de mon amour, dans les années 2004, 2005, 2006 à peu près. Et avec Le garçon qui voulait courir vite, clairement, ça a beaucoup mieux fonctionné sur moi. Peut-être malheureusement parce que je me suis beaucoup identifiée à l'histoire dont parle ce roman. On va suivre une jeune fille qui a 14 ans je crois, qui vient de perdre son papa et qui est endeuillée, qui a vraiment du mal à se remettre de cet événement. Et elle a un petit frère, et ce petit frère, depuis le décès du papa, elle n'arrive plus à courir. C'était un petit garçon qui était passionné par la course, connaissait tous les noms des grands champions de course, etc. Et depuis que leur père est décédé, quand il court, il a les membres qui vont dans tous les sens, il tombe. Et je trouve que c'est une belle métaphore de comment l'esprit est quand on est dans ce genre de situation. Et du coup, dans ces 140-150 pages, on va suivre ce frère et cette sœur qui vont essayer de se reconstruire. Alors évidemment, ils ont de l'aide extérieure, notamment des amis, notamment leur maman. J'ai été touchée personnellement par l'histoire parce que ça m'a parlé, donc forcément j'ai peut-être pas un avis extrêmement objectif dessus, mais pour moi c'est largement meilleur que Tourbé de mon amour parce que on tombe pas dans les vieux clichés des cités comme on pouvait avoir dans Tourbé de mon amour. On est sur des personnages qui ont vécu quelque chose de difficile et qu'ils essaient de surmonter, et j'avoue que quand je l'ai lu, j'étais un peu au fond du trou parce que forcément déjà ça résonnait avec mon histoire personnelle, mais en plus je pensais aux filles de Pierre Bottero qui ont perdu leur papa peu de temps après. Et voilà, bref, c'était assez compliqué pour moi de lire ce roman-là, mais je l'ai quand même beaucoup plus apprécié que Tourbé de mon amour l'année dernière. Ensuite, j'ai découvert une saga de manga vraiment hyper originale et intéressante. Il s'agit de Kowloon Generic Romance, je crois que c'est ça le nom complet, de Jun Mayuzuki. Donc j'avais déjà lu 2 tomes de Après la pluie de la même mangaka, ou du même mangaka, j'ai toujours un doute. Bref, donc Kowloon, je sais pas si déjà le mot vous parle, mais Kowloon c'était une enclave chinoise dans Hong Kong, donc c'était un quartier, comme c'était une enclave, il y avait très peu de surface au sol, où du coup les blocs de béton d'habitation étaient empilés les uns sur les autres et on avait une mini-cité à l'intérieur de l'enclave, donc j'imagine qu'il va y avoir une ambiance extrêmement particulière. Cette enclave a fini par être détruite dans les années 90, parce que du coup j'ai fait mes petites recherches. Forcément ça m'a donné envie de faire des recherches, je ne connaissais absolument pas cette histoire. Et du coup dans Kowloon, le manga, on va suivre une jeune fille qui est agente immobilière, qui évolue du coup dans ce fameux quartier de Kowloon avant sa destruction, ou après, on ne sait pas parce que ce manga, mindfuck, voilà. Il nous embrouille le cerveau, en fait il y a différents fils narratifs, différents fils temporels, et ils sont tous mélangés. Même les personnages ne comprennent pas ce qui se passe, clairement. Et je suis arrivée à la fin du tome 4, du coup j'ai lu les tomes 1 à 4, et je n'en sais pas plus. Je suis toujours aussi perdue, mais à la fois j'ai toujours envie de continuer parce que l'ambiance est géniale. Je trouve que le mangaka a vraiment réussi à retranscrire l'ambiance qu'on peut avoir dans cette enclave. Alors même si j'ai jamais été, mais j'imagine que l'ambiance est assez bien retranscrite, puisqu'on a vraiment cette notion de chaleur, de quartier un peu tous les uns sur les autres. Alors depuis le tome 3, le tome 4, en plus on a des personnages qui se sont rajoutés, qui sont d'autant plus mystérieux. On commence à comprendre qu'il y a peut-être une entité au-dessus qui fait des petites choses pas très légales et pas très éthiques, qui pourrait potentiellement expliquer ces espèces de bizarreries qui se passent d'un point de vue temporel. Bref, je vous en dis pas plus parce que c'est déjà assez compliqué à expliquer, mais je trouve que c'est une saga de manga qui vaut carrément la peine. Pour le moment il y a 6 tomes qui sont sortis et je vais me faire le tome 5 et le tome 6 très bientôt. Ensuite, du coup, j'ai décidé de continuer les annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Donc j'ai lu le tome 3 qui s'appelle La 8ème fille, que j'ai adoré.
Alors je suis trop contente d'avoir continué, effectivement, vous m'avez dit que le tome 1 et le tome 2 n'étaient pas les meilleurs, et oui, clairement ce ne sont pas les meilleurs. Je vais essayer de nuancer mon propos. Dans le tome 1 et le tome 2, ce que j'avais adoré, c'était le côté complètement perché du truc. C'est-à-dire qu'on a des récits qui bafouent complètement les lois de la physique. On peut couper le feu en 4, par exemple une flamme en 4, ça n'a aucun sens, mais c'est ça qui fait le côté extrêmement intéressant et original des tomes 1 et 2. Et c'est ce qui m'avait plu. Mais à côté de ça, j'avais du mal à m'attacher au personnage, et c'est vrai que j'avais un peu de mal à lire les tomes 1 et le tome 2, voilà, alors qu'ils sont assez courts. Hein. Et avec le tome 3, en fait, Terry Pratchett prend le parti d'être un peu moins loufoque, donc il y a moins de choses un petit peu abracadabrantesques, on défie moins les lois de la physique, mais on est sur quelque chose qui est un peu plus terre à terre, et j'ai trouvé que l'histoire était géniale. En fait, au tout début, il y a un homme et une femme qui vont avoir un bébé, ce sera le 8e enfant de leur fratrie. Avant, ils ont eu 7 fils, et le papa était le 8e fils déjà d'une fratrie, et dans la légende, le 8e fils du 8e fils va devenir un mage. Et du coup, il y a un mage qui sent sa fin arriver, qui décide d'aller voir du coup ses parents qui vont donner naissance à ce nouvel enfant, puisque si c'est un fils, ce sera le 8e fils d'un 8e fils. Et comme le mage est absolument persuadé que ce sera un fils, il donne sa bénédiction au père, il donne son bourdon. Alors le bourdon, j'imagine que c'est en tout cas comme j'imaginais, c'est un grand bâton qui fait un peu office d'identification du mage, et donne son bourdon au bébé une fois qu'il est né, sans se préoccuper de savoir si c'est une fille ou un garçon. Et manque de bol, c'est une fille. Dommage. Et donc tout le monde se pose la question, mais là donc il lui a donné ses pouvoirs, donc elle devient mage, mais un mage fille, comment ça? Et donc on va suivre cette petite fille qui va en fait être élevée en partie par une sorcière qui habite dans la forêt à côté de chez elle, et du coup elle va découvrir à la fois des dons de sorcière, des dons de mage. Ensuite on va suivre du coup son périple jusqu'à l'Académie des mages. C'est bidonnant, c'est vraiment extrêmement drôle, c'est le propre des Annales du Disque Monde, ça fait le taf, vraiment je passais un super moment de lecture, donc si vous êtes comme moi, que vous avez lu le tome 1 et le tome 2 mais que vous n'êtes pas complètement convaincu, lisez le tome 3 parce que vraiment ça vaut le coup. Ensuite, contre toute attente, j'ai mis en 7ème position Blanche-Neige et autres contes de Grimm, je crois que ça s'appelle, dans la version Minalima que je vous ai montré dans la pile à lire. Je dis contre toute attente parce que c'est pas du tout les choses que j'ai l'habitude de lire, hein. Les contes, bon, voilà, je suis pas extrêmement fan, je suis même pas fan de Disney, absolument pas, donc voilà, c'est pas des choses qui me parlent complètement. Mais j'ai trouvé que, d'une façon générale, c'était un recueil qui était d'une grande qualité. Au-delà des contes, on a un travail éditorial de fou, on a un travail de graphisme qui est fou, vraiment Minalima, chapeau, c'est vraiment génial ce qu'ils ont réussi à faire. Les contes sont relativement intéressants, je trouve, il y en a plein qu'on connaît déjà il y a Blanche-Neige, il y a La Belle au Bois dormant, Hansel et Gretel, je crois qu'en tout il y en a 18, quelque chose comme ça, donc ça fait beaucoup de contes, mais du coup c'est bien d'avoir un recueil de tous ces contes-là, surtout aussi bien illustrés, aussi bien animés, franchement, je vous recommande vraiment ces éditions-là. J'ai lu que Blanche-Neige pour le moment dans cette collection, mais ça vaut complètement la peine. Ensuite, bien sûr, j'ai continué dans ma lancée avec le tome 4 des Tisseurs de rêves de Manon Fargeton. Je vous l'avais pas mis dans ma pile à lire parce qu'il n'était pas encore sorti. Je l'ai lu, je l'ai acheté le jour de sa sortie ou le lendemain, et je l'ai lu le week-end qui a suivi. Donc je l'ai lu hyper rapidement. En même temps, c'était le tome 4 et c'était le dernier tome de la saga, puisqu'il y a 4 enfants. Ça fait 5 Amélie. Il y a 4 enfants, donc on suivait les 4 indépendamment dans tous les tomes, donc là c'était le dernier de la saga, donc je voulais terminer ma saga. Il conclut vachement bien la saga, je trouve que c'est très intelligent de la part de Manon Fargeton d'avoir terminé sa saga par un tome sur Victor, parce que Victor, du coup, parmi les 4 enfants qui ont développé des pouvoirs magiques dans cette saga, c'est un peu celui dont le pouvoir va impacter le plus de personnes, en fait dans les tomes 1, 2, 3, même si on suit les autres enfants, en fait, ils sont toujours impactés par le pouvoir de Victor. Du coup, j'ai trouvé ça intelligent de terminer par Victor parce que c'est un peu celui qui va réunir tout le monde. Donc ça fait une bonne conclusion, je trouve. Et c'est un roman que j'ai trouvé excellent. D'une façon générale, je trouve la saga excellente. Si vous avez des enfants, que vous voulez les initier à des romans un peu plus longs, on est sur des romans de 150-160 pages avec quelques illustrations, foncez sur, alors que ce soit Les Tisseurs de rêves ou peut-être Les Plieurs du temps également, qui sont 2 sagas de Manon Fargeton qui sont très liées, puisqu'il y a des liens de parenté entre les différents personnages. Mais en tout cas, Les Tisseurs de rêves, ça vaut carrément la peine. C'est vraiment une super saga qui est donc fantastique, hein, avec des pouvoirs magiques.
et qui transmet énormément de belles valeurs. Dans donc ce tome 4, on parle du deuil puisque le petit garçon a perdu son grand frère. Comme pour les tomes 1, 2, 3 qui parlaient aussi de pression parentale, qui parlaient du divorce des parents par exemple aussi. C'est des thématiques qui sont à mon sens extrêmement importantes et qui sont vraiment bien abordées dans cette saga, donc foncez, c'est vraiment du grand Manon Fargeton quoi. Oui, vous avez pu constater que j'ai eu la flemme de sortir les livres alors qu'ils étaient tous là. Mais je m'en prendrai que moi-même quand je devrais mettre les incrustations dans la vidéo. Donc en 5, je vais vous mettre nos identités, celles qu'on nous impose, celles qu'on cache. 2, je vais quand même dire les noms de toutes ces personnes parce qu'elles méritent d'apparaître dans cette vidéo. Donc Aya Sissoko, Awa Ndongo, Grace Lee, Nocturne, Jennifer Padjemi et Sarah Seysouk. Alors pourquoi j'ai entendu parler de ce roman à la base, c'est parce que Sarah Seysouk c'est Inkaelo sur Instagram. C'est un recueil qui a été publié par Rajo mais en partenariat avec une association qui s'appelle Diveka, qui a pour objectif de diversifier la littérature et de mettre en avant des identités qu'on ne voit pas souvent dans la littérature. Et du coup à travers ce recueil on va suivre différents personnages qui vont avoir des identités plurielles, des identités que l'on ne voit pas beaucoup en littérature, qui diversifient complètement les genres. Et du coup sur ces 6 nouvelles, j'ai une préférence pour les 3 dernières, dont celle de Sarah. Mais d'une façon générale j'ai trouvé que les 6 étaient de grande qualité. Les 6 pointent du doigt beaucoup de problématiques de notre société, et à la fois... Voilà, moi je me suis juste posée, j'ai lu et j'ai appris, entre guillemets. J'ai essayé de me poser en réflexion de quelqu'un qui ne connaît pas ces identités-là, puisque voilà. Et évidemment d'apprendre des choses qui semblent bêtes, mais qu'on ne voit pas forcément, parce que voilà, on est dans une société qui est quand même relativement normée, on va dire. Et du coup, forcément, les identités telles que celles qui sont présentées dans ce recueil ne sont pas forcément mises en avant. En tout cas, c'était un super recueil que je vous recommande absolument. Alors en 4ème position, il y en a un dont je vous ai dit dans la pile à lire que je voulais absolument le lire et qui n'est toujours pas arrivé, c'est Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Je suis trop contente parce que comme j'ai lu Les Facétieuses il y a quelques mois et que j'ai pas trop apprécié, enfin si j'ai aimé mais j'étais en marge, c'était compliqué. Avec Songe à la douceur ça l'a complètement fait. Franchement j'avais un peu peur parce que je savais que c'était écrit en vers. Et je sais que Clémentine Beauvais peut faire à la fois des choses que j'adore et des choses que j'aime moins. Du coup je savais pas trop où est-ce que j'allais me positionner et clairement ça l'a fait. Donc c'est inspiré de Eugène Onegin de Alexander Pouchkine, donc un classique de la littérature. Et du coup à la sauce moderne entre guillemets, globalement ce que j'ai apprécié, c'est pas tant l'histoire parce que l'histoire pour moi c'est encore secondaire dans ce roman. Ce que j'ai aimé c'est la plume. C'est donc un roman qui est écrit en vers libre. Et c'est d'une qualité, et pour moi c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant parce que on lit ça coule de source, et en même temps on se rend pas compte à quel point c'est bien fait, c'est bien réfléchi, c'est bien écrit, c'est... Voilà, moi il y a un truc qui s'est passé avec la plume qui a fait que vraiment j'ai passé un trop bon moment de lecture. Encore une fois, au-delà de l'histoire, chapeau bas Clémentine Beauvais parce que vraiment c'est du grand art, c'est du grand art. Le top 3 donc... Troll de Ellie S. Green et Lisa Guisquier. Donc Lisa Guisquier qui est aux illustrations et E.S. Green qui est donc au texte. Si le nom vous dit quelque chose, E.S. Green c'est celle qui a fait Steam Sailors. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai entendu parler de cet album. Cet album c'est une pépite. C'est une pépite. Vous devez absolument lire Troll. Voilà, tout simplement. Alors, Troll revisite le mythe du Père Noël, mais à la fois dans une espèce d'ambiance Halloween, avec des lutins méchants, c'est-à-dire que c'est des lutins qui, au début de l'histoire, rentrent dans les maisons pendant la nuit pour casser tout ce qu'ils trouvent. Il y a un lutin qui, un jour, va se retrouver à faire le bien dans la maison. Et ils vont se rendre compte que finalement, c'est pas si mal de faire le bien. Et du coup, c'est comme ça que va être construit le mythe du Père Noël. J'ai trouvé ça génialissime, les illustrations sont pépites. L'histoire est hyper intéressante. Voilà, j'ai passé un trop bon moment de lecture, tout ce que j'avais envie de faire une fois le livre terminé c'était de le relire, tout simplement. Donc je vous le recommande absolument. Vraiment c'est une pépite. Et pour tous les âges, hein, que pour des enfants, pour des adultes, pour qu'importe, c'est une pépite. En 2ème position, il y a la 2ème saga de manga dont je vous ai pas encore parlé, donc c'est Love Mix-Up. Génialissime. J'ai lu les tomes 1, 2, 3 du coup, et comment vous dire, vraiment
incroyable. Donc dans Love Mix-Up, si vous voulez un petit peu un espèce de parallèle, pour moi ça m'a rappelé beaucoup Blue Flag, donc super saga de manga qui fait partie de mes préférés de tous les temps. On part du coup d'un quiproquo au début du tome 1, avec un nom écrit sur une gomme, sans trop vous en dire. Du coup ça va créer une espèce de triangle amoureux, mais sur la base d'un quiproquo, hein, donc c'est extrêmement drôle. Le personnage principal masculin du coup que l'on suit en particulier est hilarant. J'ai adoré le côté excessif de ces expressions faciales dans le manga. Je me suis tapé des barres, mais alors des barres. Le tome 1 et 3 en particulier, j'étais pliée. C'était vraiment une super découverte. J'ai trop hâte du tome 4. Franchement, j'ai passé un trop bon moment de lecture. Si vous cherchez un manga voilà, qui va vous faire rigoler, qui va peut-être vous rappeler Blue Flag si vous l'avez lu, Love Mix-Up. Vraiment. Et c'est le moment où je me rends compte que du coup dans le top 3 il y a que des graphiques. Bon celui qui arrive c'est plutôt un roman graphique qu'un album ou un manga. Mais du coup le top 1 de cette liste c'est Émergence 7 de Vincent Mondio et Enora Sabi. J'ai pas encore les mots. C'est ma meilleure lecture depuis le début de l'année. Voilà. Pour moi il surpasse tout ce que j'ai lu même en janvier. Bon il y en avait 3 hein, donc entre vous et moi il n'y avait pas eu beaucoup de concurrence. Mais quelle lecture, quelle lecture! Je suis désolée, la vidéo va être très longue, je savais que parler de 23 livres ça allait être compliqué, mais j'ai vraiment envie de vous parler du coup de Émergence 7. Quand je vous dis que j'en suis pas encore remise, vraiment c'est que dès que je repense à ce livre, je me remets dans la sensation que j'ai eue à la fin et même tout au long de ce roman graphique, et c'est hyper émouvant. Il faut savoir que dès la première ligne, j'étais dedans. Et franchement, ça arrive pas non plus hyper souvent, donc c'est à noter. Dans Émergence 7, on suit une troupe d'adolescents qui vivent sur une île bretonne. Je dis île bretonne parce qu'en fait, il n'y a jamais de nom qui est donné à cette île. Ça peut être à peu près n'importe laquelle, ça peut être Bréa, ça peut être Belle-Île-en-Mer, enfin, ça peut être à peu près n'importe laquelle. Et du coup, ces enfants adolescents qui vivent sur cette île se retrouvent le matin pour prendre le bateau et aller sur la côte pour aller au collège. Sauf qu'un matin, ça va pas se passer comme ça se passe habituellement. Donc ils vont monter sur le bateau et il va y avoir une catastrophe naturelle qui va survenir et leur île va être complètement rasée. Et en fait on va suivre du coup ce jeune garçon, Léon, qui 20 ans après retourne sur les lieux de la catastrophe et on va suivre en fait son périple sur l'île complètement dévastée et il va se souvenir de cette fameuse journée de catastrophe. Rien que d'en parler j'ai des frissons. C'est n'importe quoi. C'est écrit avec une émotion absolument incroyable. Ça dénonce. Il y a un côté fantastique, hein. Clairement la catastrophe naturelle est associée à un élément fantastique, mais qui pour moi est une métaphore claire et nette de ce que vous voulez. Vous verrez quand vous l'aurez lu, mais vous verrez très bien avec quoi on peut faire un parallèle. Les personnages qui sont montrés dans cet ouvrage sont tous d'une construction assez incroyable, d'une émotion folle. Évidemment, il y a des morts hein, dans ce roman, parce que on suit une catastrophe naturelle. Hein, donc les enfants vont revenir sur l'île, ils ont été jetés à l'eau. Certains de la bande n'ont pas survécu. Ils vont retourner dans les maisons qui sont complètement effondrées avec leurs parents dedans. Enfin, vraiment, c'est hyper sombre. Soyez au courant. C'est complètement illustré. Je vais vous montrer un petit peu une idée, mais je voulais d'abord vous montrer un petit peu les couleurs qu'il peut y avoir sur les pages. Voilà, on est sur ce type de couleur, c'est très sombre tout au long du roman, on n'a pratiquement aucune page claire, donc c'est complètement illustré de A à Z, il n'y a pas une page sans illustration. Je trouve que les illustrations fonctionnent complètement avec le récit. Il y a quand même pas mal de textes, mais j'avais pas envie que ça s'arrête. Quand j'étais dedans, j'étais tirée par le cœur et j'avais pas envie que ça s'arrête. J'ai trouvé que c'était vraiment d'une qualité absolument impressionnante, que ce soit au niveau du texte, au niveau des illustrations. Ça m'a un peu brisé le cœur, un peu beaucoup. J'ai beaucoup aimé la fin, mine de rien, que j'ai trouvé positive. Parce que tout le reste du roman graphique est évidemment très négatif, très sombre, très triste, très dramatique. Mais la fin, il y a une petite lueur d'espoir quand même qui passe par un petit élément, somme toute assez banal, mais qui pour moi est un petit peu la lueur d'espoir du roman. Je vous la recommande absolument. Gros trigger warning du coup forcément, parce qu'on parle de beaucoup de sujets très plombants, c'est très sombre. Mais alors qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que c'était bien. Donc lui, préparez-vous à le revoir hein, au cours de l'année dans mes tops, parce que vraiment il était
génialissime et je suis trop contente de l'avoir lu. Je remercie encore une fois Marine qui me l'avait recommandé il y a quelques mois, que j'avais pas encore pris le temps de le lire. Merci. Bon voilà, on a parlé de toutes mes lectures du mois de février, donc constatez bien que j'ai beaucoup lu au mois de février. Je suis très contente d'avoir réussi à tenir ce challenge. Du coup j'avais fait le calcul. Je crois que parmi les 20 lectures que je vous avais présentées en pile à lire, j'en ai lu 14 quand même. Sachant qu'il y en a une que je ne pouvais pas lire parce qu'elle était en carton, une que j'ai mise de côté parce qu'en fait je pense que je vais carrément pas la lire, c'est The Lives of Saint de Leigh Bardugo. Ça m'intéresse pas forcément, donc je vais pas continuer comme ça. Il y a encore quelques livres que j'ai pas lus de la pile à lire, mais fort peu, très peu. Donc écoutez, je suis vraiment très contente d'avoir mené à bien ce challenge. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'était pas une vidéo trop peu intéressante. Je pense vraiment que voilà, je peux vous avoir donné des idées de petites lectures à faire pour les prochains challenges de ce genre. Il y a vraiment des belles pépites dans cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait le challenge et quel est votre bilan, entre guillemets. Quelle est votre meilleure lecture du mois de février. Là-dessus, je vais continuer mon vlog, parce que je suis en train de vous tourner un vlog. Et je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!